par Intel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. C'est le grand paradoxe de la nouvelle génération. Nous avons une génération de plus en plus hypersexualisée et pour autant, on a de moins en moins de cours à l'éducation sexuelle. La conséquence, elle est très simple, une augmentation des violences sexistes et sexuelles, des agressions LGBTophobes. Alors la partie est-elle perdue? Comment mieux former les jeunes à l'éducation sexuelle? On en parle dans notre question du jour. Coup de projecteur ensuite sur un magnifique ouvrage jeunesse qui parle de beaux thèmes, la différence culturelle, l'acceptation de l'autre et puis ce lien intergénérationnel qui souvent malheureusement se perd. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir les deux autrices et illustratrices de cet ouvrage. Ça sera notre bon point du jour. Et puis, méfiance, méfiez-vous de vos téléphones portables. Est-ce qu'ils nous écoutent? Est-ce qu'ils nous espionnent? C'est la question à laquelle Loïc Landreau répondra dans sa chronique. Loïc que l'on retrouve évidemment tout de suite pour l'actu en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. On commence avec une très belle initiative de l'équipe de France de football qui s'engage contre le harcèlement scolaire. Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Didier Deschamps et tous les Bleus ont effectivement participé à une vidéo de sensibilisation publiée hier soir sur les réseaux sociaux. Elle est évidemment adressée aux enfants et aux adolescents pour leur délivrer un message fort. Vous n'allez pas à l'école pour vous sentir mal et les adultes sont là pour vous écouter et vous aider. Regarde un extrait de cette vidéo. Normalement, quand tu vas à l'école, tu y vas avec plaisir. Bah oui, tu retrouves tes potes. Et tes amis. Tu discutes avec eux, tu t'amuses, tu rigoles. Bon, tu vas en cours aussi pour apprendre avec tes profs. Et pour passer tes interros. En tout cas, tu ne vas pas à l'école pour être malheureux. C'est clair, tu ne vas pas à l'école pour qu'on se moque de toi, pour te faire insulter, te faire frapper. Tu ne vas pas à l'école pour te sentir seul, triste. Il y a les réseaux sociaux aussi. Franchement, c'est pas mieux. Que ce soit sur les réseaux sociaux, en classe, dans la cour, en sport, le harcèlement, c'est inacceptable. Si tu es victime d'harcèlement, n'aie pas honte, ne garde pas ça pour toi. Nous, on te soutient. Et crois-moi, on n'est pas les seuls. Il y a plein de gens qui sont là pour t'aider. Tes amis, ta famille, tes profs. Il y a même un numéro que tu peux appeler, c'est le 3018. Magnifique vidéo. Oui, ça fait du bien effectivement d'avoir ces têtes d'affiche qui prennent position. Et hier justement, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'est rendu à Clairefontaine, qui est le centre d'entraînement bien sûr de l'équipe de France, pour dîner avec les joueurs. Et il a tenu à les remercier pour cette initiative. Je le cite, grâce à eux, des jeunes sortiront du silence. Grâce à eux, tous nos jeunes pourront prendre conscience que nous sommes tous concernés et donc tous responsables. L'engagement des Bleus est un grand pas dans la lutte que nous menons contre le harcèlement à l'école. Une fois encore, nous pouvons être fiers de notre équipe de France. Merci beaucoup à ces joueurs pour cette super vidéo qu'ils ont faite. Ça fait plaisir et j'espère que ça sera massivement partagé. Force est de constater que dans le domaine du harcèlement, il y a encore du travail. Direction Cannes où une mère se bat pour faire reconnaître le harcèlement que subit son fils. Oui, il s'appelle Evan, il a bientôt 12 ans et depuis la rentrée, il est harcelé par un de ses camarades. Ce dernier lui aurait planté un stylo dans le bras, l'aurait tiré par le cartable pour le faire tomber, lui aurait donné des coups de cahier, des coups derrière la tête entre autres. La maman d'Evan, qui s'appelle Soumia, raconte à nos confrères de Nice Matin avoir prévenu la professeure principale et la CPE qui a convoqué les deux adolescents. Voici ce qu'elle relate. L'autre élève s'est excusé et c'est tout. Pour moi, c'était clairement insuffisant. La prof principale m'a rappelé, elle m'a dit que c'était des taquineries d'enfants et pas du harcèlement, que je regardais trop la télé. Sauf que quelques jours plus tard, le harcèlement recommence. Evan est victime du jeu de la virgule avec entorse cervicale, dispense de sport de 11 jours et port de minerve pendant 15 jours. Le jeune homme retourne alors au collège et il est à nouveau victime du jeu de la virgule. Soumia a porté plainte contre l'élève harceleur. Elle envisage aussi de le faire contre l'établissement qu'elle accuse de prendre les choses trop à la légère et de ne rien faire pour protéger son fils. De son côté, l'Académie de Nice affirme prendre la situation très au sérieux et va tenter de renouer le dialogue entre l'établissement et la famille. Et puisqu'il ne faut pas qu'un constat qui soit trop négatif, dans certaines affaires, les choses bougent et avancent. C'est le cas dans les Landes où 3 lycéens
ont été placés en garde à vue pour harcèlement et agression sexuelle, Loïc. Oui, une plainte a été déposée en juin dernier par les parents d'une adolescente qui avait intégré le lycée d'Aire sur l'Adour. C'est au nord de Pau, au mois de septembre. Elle subissait des humiliations violentes, répétées, accompagnées de photos et de vidéos de ces brimades qui étaient partagées sur les réseaux sociaux. Mais elle n'avait rien dit à ses parents pendant 6 mois. Ce n'est qu'en février dernier qu'elle a tout avoué et elle a été déscolarisée. En septembre 2023, la jeune femme veut quand même retourner au lycée, mais elle se retrouve dans la même classe que ses harceleurs et elle fera une tentative de suicide. Ce n'est donc qu'en début de semaine là que l'inspection académique s'est enfin saisie du dossier. En garde à vue ce mercredi, les prévenus minimisent les faits, parlant de taquinerie plus que de harcèlement. Allez, on termine à Paris, au cœur du salon Éducatech, où depuis hier, School TV va à la rencontre des professionnels de l'innovation éducative. Et c'est jusqu'à demain à Paris, porte de Versailles. Les acteurs de l'éducation 3, 4.0 se rencontrent autour du futur de l'école. Et Philippine Dolbeau, qui présente évidemment l'école du futur sur School TV, y est. Elle y accueille différentes entreprises et institutions pour mettre en lumière la créativité de tous ces acteurs du numérique éducatif. Et ce matin, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, était en visite dans les allées du salon avec un désir de dialogue et de continuité. Vous avez des grandes annonces aujourd'hui sur le salon ? Vous savez, on a déjà lancé un certain nombre de chantiers avec la stratégie ministérielle du numérique. Mais là, l'enjeu, c'est de poursuivre, de continuer le déploiement des TNE. Rencontrer les acteurs aussi, c'est important. Les acteurs, les entendre et puis investir sur un certain nombre d'outils qui font leur preuve. Voilà, je le disais, Philippine Dolbeau qui a réalisé toute une série d'interviews que vous allez pouvoir retrouver sur l'antenne à partir de la semaine prochaine, donc pour découvrir tous les acteurs de l'innovation éducative. Merci beaucoup Loïc et bravo à Philippine pour cette belle exclue, une interview de Gabriel Attal pour School TV sur l'antenne de School TV, c'est génial. Il ne reste plus à lui qu'à venir pour une longue interview. L'invitation est désormais passée, on l'enverra à qui de droit. On va désormais se poser une question, est-ce que l'école doit être le lieu de l'éducation sexuelle? Est-ce que c'est pas un domaine finalement qui est réservé à la famille? En tout cas, ce que l'on sait et qui est une certitude, c'est que la France est très mauvaise élève dans le domaine. Sur les 3 séances annuelles que devraient avoir tous les élèves, seuls 15 à 20% des jeunes les ont réellement. Alors, que faut-il faire? Quelles sont les recommandations? Comment l'école peut-elle revirer sur le cap de l'éducation sexuelle? On en parle tout de suite avec notre invité du jour. Et pour évoquer ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir Sarah Legrain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée LFI-NUPES du 19e arrondissement de Paris et vice-présidente de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Et puis, en face de vous, nous sommes avec Dr Capote alias Didier Valentin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éducateur en santé sexuelle et auteur de Pubère, la vie à l'école des genres aux éditions du Détour. Je vais commencer avec vous, Dr Capote. Dans mon introduction, je le disais, on est dans un grand paradoxe, c'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui est de plus en plus hypersexualisée. Les derniers chiffres pour l'Île-de-France sur l'âge d'accès au premier porno, c'est 10 ans en 2022. À partir de 10 ans en moyenne, on accède à son premier porno quand on vit en Île-de-France. C'était 14 ans en 2017. Donc le paradoxe, c'est que on a accès très facilement à ces contenus, mais qu'on n'est pas du tout préparé à les avoir et pas du tout encadré pour pouvoir peut-être parfois en parler aussi. C'est la jeunesse qui est hyper sexualisée ou les médias et l'accès. Moi, je crois que c'est plutôt effectivement ce qu'on essaye de leur proposer comme contenu. Donc, business is business. Mais je suis pas certain que les jeunes soient tous hyper sexualisés. Enfin, loin de là même. Je trouve que quelque part, il y en a aussi pour certains ou certaines où il y a une espèce d'overdose justement de toutes ces images. Et quelque part, il y a une volonté de sortir un petit peu de tout ça et de pas trop effectivement aborder forcément de front la sexualité. Nous, notre boulot, en fait, il est de repérer, en fait, quels sont les jeunes qui sont en difficulté avec ces images-là, à quel moment elles sont toxiques pour eux, et puis surtout rappeler que quand on est exposé contre son gré, effectivement, à des images à caractère pornographique, c'est une agression sexuelle, quoi. Sarah Legrain, il y avait une volonté de la part de certains députés d'essayer de légiférer pour vraiment interdire complètement l'accès aux sites à caractère pornographique avant 18 ans, avec peut-être la mise en place d'une plateforme pour vérifier l'identité. Ça a l'air d'être un peu lettre morte. Et puis, de toute façon, c'est ce que vous disiez, ces vidéos, ces images, elles sont un petit peu partout. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose d'un point de vue législatif ou est-ce que c'est très compliqué ?
Alors, puisque vous me parlez de la loi, je vais vous parler d'une loi qui existe, qui est la loi qui date de 2001 sur l'éducation à la vie sexuelle et affective et qui prévoit 3 séances par an pendant toute la scolarité pour chacun des enfants de ce pays. Et ce qui est constaté, ce qui a été rappelé récemment par une dizaine d'organisations qui ont sorti un livre blanc sur le sujet avec un certain nombre de propositions, c'est d'abord que cette loi n'est pas respectée. Aujourd'hui, vous avez 15 à 20% des élèves seulement qui ont accès à toutes ces séances d'éducation à la vie sexuelle et affective. Et il me semble que là, on a une priorité à l'heure où on parle à la fois d'exposition des enfants à des images choquantes, qu'on se rend compte qu'il est très difficile d'empêcher cette exposition, que retirer le téléphone d'un enfant ne va pas permettre de le protéger face à ces images. Ce qui protège, c'est d'éduquer. Ce qui protège, c'est d'armer les enfants face à des images choquantes. C'est de leur permettre de mettre à distance, de leur permettre aussi de savoir que c'est leur droit de ne pas y être exposés. C'est de pouvoir les déconstruire, c'est de pouvoir poser les questions qui leur viennent quand ils ont été exposés malgré eux et malgré toute la protection qu'on essaye de mettre à ces images. Ça, c'est un premier aspect. Puis on parle aussi beaucoup de harcèlement scolaire ces derniers temps. Et là, de la même façon, on peut lancer tous les plans anti-harcèlement qu'on veut. Si on ne prend pas la mesure de la part éducative là-dedans et le fait que l'éducation à la vie sexuelle et affective, c'est quelque chose qui va faire diminuer en fait le niveau de violence parce que ça va augmenter le niveau de tolérance, ça va faire diminuer les préjugés sexistes, les préjugés homophobes qui sont tout à fait à l'origine d'un grand nombre de harcèlements. Là aussi, c'est se tromper de combat que de refuser de voir en face cette obligation à laquelle la France ne fait défaut, à savoir assurer l'éducation à la vie sexuelle et affective. Et on y reviendra sur cette question, parce qu'il y a un plan du gouvernement en faveur de ces questions-là. Mais plus précisément sur cet accès, parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant, c'est un projet de loi qui était porté entre autres par la majorité. Vous y croyez, vous, ou pas? Est-ce qu'on peut complètement interdire avant 18 ans, ou est-ce que dans l'époque dans laquelle on vit, c'est complètement utopiste? En fait, en réalité, dès qu'on rentre dans la question des moyens là-dessus, vous avez un certain nombre de dangers qui arrivent. C'est-à-dire que soit vous vous retrouvez à vous mettre complètement entre les mains des plateformes et vous dites que c'est les plateformes qui vont pouvoir décider de qui a accès à quoi, soit vous finissez vous-même par prendre des mesures qui deviennent des mesures attentatoires aux libertés publiques. Par exemple, la question de la levée de l'anonymat sur Internet, la neutralité du net, la levée de l'anonymat. C'est-à-dire que si vous commencez à demander des certificats de majorité, en général, soit ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'on peut quand même le faire, soit en réalité derrière vous allez devoir affecter une identité à la personne, comme une carte d'identité numérique, un passeport numérique, et là derrière c'est tout autre chose, c'est le fait que tout un chacun pourra être observé dans ses navigations sur le net, etc. Donc pour moi le sujet il n'est pas dans la restriction des libertés, il est évidemment dans le fait de demander aux plateformes de voir comment les plateformes respectent la loi, ne diffusent pas des contenus, je pense notamment à des contenus qui sont des contenus attentatoires à la dignité des personnes qui sont montrés aussi, des contenus par exemple pédopornographiques impliquant des enfants et de la pornographie. Donc là, il y a des lois qui doivent pouvoir s'appliquer, mais pour ce qui est de l'exposition à des images qui nous semblent dérangeantes pour des jeunes, la meilleure façon pour qu'elles ne soient pas dérangeantes, ces images, c'est d'avoir suffisamment armé nos jeunes pour que, ils n'aient pas forcément envie d'aller les voir, et que s'ils tombent dessus, ils aient tous les moyens de mettre ça à distance, de ne pas être dans la fascination ou dans l'angoisse face à ce qu'ils peuvent voir, et d'avoir des espaces, et là encore l'école le permet, les associations le permettent, le planning familial le permet, c'est d'avoir des espaces où ils peuvent poser les questions qui leur viennent quand ils sont exposés à ce genre d'images. Docteur Capote, vous en pensez quoi? C'est utopiste de se dire qu'un jeune de moins de 18 ans, on pourra lui interdire complètement l'accès à ces contenus pornographiques? Alors déjà, quand on parle de jeunes, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on met tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire qu'entre les primaires, les collégiens et des terminales, par exemple, qui sont jeunes, donc il n'y a pas du tout le même rapport, effectivement, à l'image. Les terminales peuvent aller éventuellement chercher sur du porno des informations, pourquoi pas. Je veux dire, à partir du moment où on leur donne un esprit critique, et c'est le but de des animations de prévention, c'est-à-dire développer chez eux des compétences psychosociales qui leur permettent d'avoir un esprit critique par rapport à ce qu'ils voient, développer de l'empathie aussi par rapport à ce qu'ils regardent. C'est clair qu'entre les primaires et les terminales, on va pas parler de la même manière. Moi, je pense que c'est complètement utopique, parce que de toute façon, aujourd'hui, le gouvernement est en train de... les politiques, globalement, sont en train de légiférer sur 5 sites porno, en fait. Il y a plein de gamins qui sont déjà sur Telegram, abonnés à plein de comptes Telegram, où il y a... c'est la fête, quoi. Et puis, en même temps, on cible énormément les jeunes, mais en fait, il faut voir les échanges, déjà sur X, par exemple, entre les adultes, la violence des échanges entre les adultes. Et à un moment, c'est bien de cette panique morale qu'on affiche toujours par rapport aux jeunes, les ados, le danger vient des jeunes. En fait, moi, je suis hyper inquiet par les adultes, en fait, plus que par les jeunes, en fait.
vous le disiez, la vraie question, c'est à la fois, est-ce que c'est les jeunes qui recherchent ou est-ce que c'est le contenu qu'on propose aux jeunes? Depuis la semaine dernière, il y a une émission qui est arrivée sur les plateformes MTV, Paramount+, qui s'appelle Frenchy. Le concept, il est simple. On met des post-adolescents, des vingtenaires, dans une villa. Ça, c'était ce qu'on avait l'habitude de voir dans la télé-réalité. Mais cette fois, on ne fixe aucune limite. On s'en fiche, c'est diffusé sur les plateformes et il faut avoir, je crois, plus de 12 ou 16 ans pour y accéder. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tous les extraits se retrouvent évidemment sur X. Voilà la bande-annonce qui place un petit peu les enjeux. On en parle juste après. Alors la bande-annonce donne déjà un peu la couleur, mais ne rend pas forcément honneur à ce programme, puisque la vidéo qui a le plus circulé, qui a été vue plus d'1 million de fois, et on l'imagine par beaucoup de gens et de beaucoup d'âges, c'est un jeune homme qui a un sexe en érection et qui le montre fièrement dans la maison à tout le monde. La vidéo est à peine floutée, on devine concrètement le sexe. C'est partagé sur X à nombreuses reprises. Dr Capote, là, on est sur cette vision, et c'est donc sur X, sur Instagram, tout est fait, on le voit, c'est les univers jeunes, la musique, etc. Tout est fait pour viser cette clientèle-là de jeunes. Ce type de programme, c'est ça qui participe peut-être à l'hypersexualisation? Bien sûr que ça y participe, mais ça c'est pas neuf, hein, c'est depuis longtemps en fait. Bon, il y a une surenchère, c'est-à-dire que petit à petit, il faut toujours, c'est comme dans le porn en fait. Hein, il y a toujours de plus en plus d'actes de plus en plus violents parce que de toute façon, pour attirer encore plus de spectateurs, il faut être dans la surenchère. Bon, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est aussi la santé mentale chez les jeunes adultes parce que Cosette avait fait une enquête sur la télé-réalité entre autres. On leur fournit des dopes, on leur fournit de l'alcool, les rapports sont pas consentis. Du coup, donc ça pose cette question-là. Ça peut être intéressant à travailler aussi avec les producteurs ou productrices. Bon, et oui, l'image que ça renvoie. Bon, alors après, c'est comment nous en fait on fait de la réduction des risques. C'est-à-dire que c'est comme les drogues sont partout, elles existeront tout le temps. On a beau faire de l'interdiction, ça sert à rien. Donc c'est comment on travaille sur la consommation et comment on s'interroge sur notre conso en fait. Et les jeunes, il faut qu'ils s'interrogent sur leur conso, ceux qui consomment beaucoup, ceux qui consomment moins, à quel moment ils sont exposés, qu'est-ce qu'ils ont ressenti en leur exposition. Donc toute la partie loi, interdiction, etc., c'est pas notre ressort en fait, c'est le ressort politique en fait ou économique. Donc du coup, nous on fait avec ce qu'il y a et on fait de la réduction des risques. Sarah Legrain, vous le disiez il y a quelques instants, 3 séances obligatoires chaque année à l'école pour les élèves de primaire, les collégiens, les lycéens. Seuls 15% des élèves de primaire y ont droit, ont ces séances, 20% des élèves de collège. La question elle est simple, pourquoi ces séances ne sont pas davantage fournies? Est-ce qu'on manque de personnel formé? Est-ce qu'on manque de volonté? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, je me pose la même question. Et je l'ai posée au ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, en disant « Mais qu'attendez-vous ?» Je n'ai pas eu de réponse satisfaisante. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il y a un premier aspect qu'on verrait que... en fait, en réalité, on a une première difficulté, c'est que dans le budget de l'État, qu'on examine avant que le 49.3 nous tombe dessus, il n'y a même pas de ligne dédiée à ça. Donc on ne peut pas savoir exactement quels sont les moyens qui sont mis. Donc c'est ce que nous disent déjà les organisations qui ont travaillé sur le sujet, les associations, les fédérations, c'est qu'elles disent on a déjà du mal à trouver prise. On sait que de façon générale, les associations qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, par exemple, elles disent qu'il faudrait 3 milliards maintenant pour lutter correctement sur le sujet. Bon, il faudrait sans doute une part de ce budget qui serait pour l'éducation à la vie sexuelle et affective. Donc ça, c'est un premier aspect, les moyens et les moyens humains. Par exemple, je fais partie de ceux qui, à l'Assemblée nationale, ont demandé à ce qu'il y ait des recrutements de personnel de médecine scolaire, d'infirmières. Il faut savoir que depuis 2017, il y a eu une suppression, je crois que c'était 850 ou 950 postes d'infirmières scolaires. Aucune création de poste pour le budget de cette année ni celui de l'année précédente. Et on nous dit, en fait, on a un problème de recrutement parce que même les postes qui sont ouverts, on n'arrive pas à les remplir. Oui, mais parce que derrière, il y a des problèmes de manque de moyens. Donc il y a cet aspect, ce volet manque de moyens.
qui me semble incontestable, manque de moyens mis aussi, donc de moyens humains, de moyens mis dans la coordination, parce que c'est ce que montrent les associations qui ont travaillé sur le sujet. On a besoin que tout ça soit harmonisé, on a besoin que ce soit mis au clair dans les programmes, on a besoin de programmes harmonisés à l'échelle du territoire, adaptés à chaque tranche d'âge, parce que c'est ça aussi qui alimente des inquiétudes, parce que si on ne comprend pas la différence qu'il y a entre un collégien, un lycéen et même un élève de primaire, les contenus vont être totalement différents, les méthodes aussi. Et puis, ça doit associer des associations, des personnels qui sont au sein de l'éducation nationale, du personnel extérieur, des associations comme le planning familial, par exemple. Ça doit associer les parents aussi, et donc on a ce manque de coordination. Après, moi, je pense qu'il y a un problème de volonté politique, et je pense, et c'est ce que j'ai dit à Gabriel Attal, je pense que le gouvernement a peur. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est que ce sujet, je pense que ce sujet pourrait être totalement consensuel dans la société. Quand la loi a été adoptée en 2001, il y avait beaucoup de gens de plein d'obédiences différentes qui se disaient ben oui, protéger les enfants, c'est ce que tout le monde veut. Et au fond, protéger les jeunes filles de grossesse indésirée, protéger nos enfants des maladies sexuellement transmissibles sur lesquelles ils sont de moins en moins bien informés parce qu'ils vont se renseigner partout ailleurs que sur des sources correctes. Protéger nos enfants face aux violences et les armer pour comprendre quels sont leurs droits, pour eux-mêmes ne pas devenir violents, pour être armés face aux violences qu'ils peuvent subir. Leur donner des espaces où ces violences peuvent être repérées par des professionnels qui sont formés. Tout ça, ça devrait faire consensus. Et parce que vous avez certains qui décident de faire de l'éducation à la sexualité complètement autre chose, qui racontent des fake news à longueur de temps, qui disent « Ah oui, alors on montre des godes à des enfants de 4 ans, on leur demande de se masturber », des trucs complètement faux. Vous avez ces gens qui alimentent une espèce de toxicité du débat, et au lieu d'y répondre très sainement, en dépassionnant et en disant « Mais pas du tout », et en faisant un grand plan pour l'éducation à la sexualité, en disant « Il y a une loi, on doit l'appliquer, voilà les programmes, etc. » On sent qu'il y a une sorte de tétanie, qu'on ne veut pas aborder le sujet. Je trouve que c'est donner beaucoup trop de place à quelques-uns qui caricaturent, qui même font de la désinformation, face à un consensus qui pourrait être trouvé tout à fait avec les parents qui ont toujours voulu protéger leurs enfants et à qui on propose là des contenus qui peuvent être protecteurs pour leurs enfants. C'est vrai, docteur Capote, qu'il y a parfois des fantasmes, enfin c'est même pas parfois, il y a des fantasmes autour de ce qu'est vraiment l'éducation sexuelle à l'école. Il y a un nouveau syndicat de parents qui a été élu là aux dernières élections de parents d'élèves qui s'appelle Parents Vigilants. C'est le bras armé d'Éric Zemmour à l'école. C'est un syndicat qui est né pendant les universités d'été d'Éric Zemmour, qui revendique 3500 parents, c'est controversé dans le milieu des syndicats étudiants, et qui explique que ces cours d'éducation à la sexualité sont en réalité le lieu d'associations lobby LGBT qui viendraient distiller une idéologie dans l'école. Et c'est d'ailleurs, quand ils font leur feuille de route, il y a ça, il y a la question de l'immigration aussi qui transparaît, on ne sait pas trop pourquoi, dans leur feuille de route. Bref, on a parfois le sentiment que l'éducation à la sexualité, ils ont le sentiment que c'est le lieu où on va venir faire de l'idéologie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être un idéologue ou est-ce que c'est du grand n'importe quoi ? Ouais, bon, ça, on est un peu habitué quand même là, parce qu'il y avait déjà eu, contre l'ABCD de l'égalité, il y avait eu les journées du retrait avec Farida Belgoul et bien Alain Soral. Enfin bon, c'était déjà un attelage assez curieux quand même. Quand on dit qu'on associe effectivement l'immigration, bah, c'est sans surprise, en même temps c'est Zemmour. Donc bon, voilà, on sait à qui on a affaire. Donc franchement, moi j'essaie d'oublier un petit peu tout ça, de me dire bon, ok, c'est à l'extérieur. À l'intérieur, franchement, la plupart des jeunes ont débunk très vite le truc. Au bout de 2-3 minutes d'introduction, ils ont compris qu'on n'était pas là pour les choquer. On est vraiment là pour prendre en compte toutes les sensibilités. Elles sont nombreuses, elles sont variées en fonction de leur environnement familial, socio-culturel, la religion pour certains, qui est hyper importante et qu'il faut prendre en compte. Même si on est dans le cadre de l'éducation nationale, ça fait partie de leur identité. Et donc les attaquer sur ce qui est profond dans leur identité, c'est hyper violent. Donc on fait avec et on travaille avec et on compose avec tout ça et intelligemment. Je pense que on est des professionnels. Alors, je pense qu'il nous aide, c'est qu'il faut qu'on conserve la dimension professionnelle de ce métier en fait. C'est-à-dire que le fait d'être professionnel nous protège parce qu'on a des structures. On est accompagné, on a un travail en interne, on s'interroge aussi tout le temps sur nos contenus, plus qu'effectivement si on n'avait que des bénévoles ou des gens très extérieurs, puisqu'il y a
un peu une ubérisation du social en ce moment quand même. On essaye de sous-traiter à beaucoup d'auto-entrepreneuriat, etc. On a moins de gens en interne. Ça pose beaucoup de questions pour la suite aussi, hein, sur le travail social. Moi, je pense qu'honnêtement, les jeunes comprennent très rapidement, c'est le plus important, et ils comprennent l'intérêt de ces séances, en fait, si on les fait en respectant leurs sensibilités multiples et variées. Elle ressemble à quoi, justement, des séances pour peut-être permettre aussi aux parents de debunk, comme vous dites? À quoi ça ressemble une séance d'éducation à la sexualité? Moi, je démarre sur la question du genre, ce qui va pas plaire bien évidemment aux parents vigilants, mais ça c'est pas très grave, parce que cette question du genre, elle est très présente chez beaucoup de jeunes, et qu'aujourd'hui on peut plus fonctionner en mode, c'est un peu dans Sex Education, il y a cette scène avec Cal à qui on demande de choisir d'aller à droite ou à gauche, fille ou garçon, il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui se décrivent comme non binaires, fluides, agender, ils se décrivent de cette manière-là et en même temps ils le vivent. C'est ce qu'on appelle le sentiment intime. Donc on le prend avec. On n'est pas question de les envoyer bouler là-dessus. Donc on travaille là-dessus sur la question du genre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est les normes en fait qui découlent de cette question du genre et l'impact de ces normes qui vont construire quelque part une masculinité forte autour du virilisme et des questions, des injonctions à la séduction pour beaucoup de filles, avec effectivement ce déséquilibre qui va se retrouver au moment de la relation, qui va se construire dans la relation. Et la prise de risque, elle est souvent liée, effectivement, et les vulnérabilités par rapport effectivement à la relation sexuelle, même amoureuse d'ailleurs, elles sont beaucoup liées à ces rôles de genre en fait. Donc essayer de travailler là-dessus, sur ces rôles de genre. Ce matin, j'ai eu droit, j'étais dans un collège, c'était hyper violent sur les filles effectivement qui essayaient de témoigner de la violence de l'objectivation de leur corps dans l'espace public. Les mecs voulaient pas l'entendre. Et puis il y a eu un débat vraiment très très fort. Et puis à la fin, il y a un jeune qui est venu et qui me dit, alors qu'il faisait partie du groupe de mecs un peu masculins au départ, donc dans des postures aussi, hein, c'est normal. Dès le collège. C'est des ados. Ouais, c'est des ados. Il y a aussi une posture. Il y a la pression du groupe. Moi, je suis moins inquiet pour les ados que pour Zemmour, par exemple. Et donc, du coup, chez les ados, ça peut bouger, quoi. Et du coup, on a quand même ce garçon qui vient voir. Il me dit, ouais, en fait. Ça m'a fait réfléchir, quoi, parce que du coup, j'ai écouté un peu les filles et effectivement, je me rends compte que dans l'espace public, on n'a pas toujours les bonnes postures, on n'a pas toujours les bonnes paroles et que c'est violent pour elles, quoi. C'est gagné, quoi. Ouais, c'est intéressant de voir que dès le plus jeune âge, ça se crée, ça se cristallise, surtout vous parlez de l'adolescence, du collège, c'est le moment où on est sur ces postures pour revendiquer une féminité, une masculinité, revendiquer en tout cas une posture. Sarah Legrain, vous l'évoquiez il y a quelques instants, l'un des problèmes qu'il y a autour de cette thématique, c'est le manque du programme, de programme. Pourtant, Pape Ndiaye a annoncé en juin 2023 qu'il demandait au Conseil supérieur des programmes de mettre en place justement des programmes sur cette thématique adaptés aux différents niveaux scolaires. La copie doit être rendue au mois de novembre. Pour vous, c'est un signal encourageant ou pas? Normalement, le Conseil supérieur des programmes est en train de plancher et en train de créer, en fonction des niveaux, une vision, un programme. Ça, c'est encourageant du côté du gouvernement. Pour l'instant, ce n'est pas les informations que j'ai du cœur du Conseil du programme. Mais qu'est-ce qu'il dit les infos que vous avez? Pour l'instant, justement, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal. Soyez patients, attendez, etc. Et qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? La loi, pour l'instant, n'est pas respectée depuis 2001, quoi. Donc la patience, elle a quand même ses limites, surtout à un moment où on nous parle de harcèlement, etc. Mais ce que je trouve très important, c'est au-delà du Conseil des programmes, ce que monsieur a dit qui est très important, c'est les professionnels qui savent faire ça. Moi, je suis prof de français, de formation. J'ai vu ces séances-là parce que j'étais professeur principal, je me mets au fond de la classe, et parfois même il faut plutôt s'éloigner. J'ai vu faire. On part des jeunes, on part de ce qu'ils ont à dire. On leur impose jamais une façon. Et on se rend compte du nombre de questions qu'ils se posent déjà. On se rend compte d'ailleurs qu'ils sont parfois beaucoup plus souples que le monde dans lequel ils ont été. Et c'est là où on a la responsabilité des adultes. C'est-à-dire que tous ces questionnements, toutes ces injonctions, toutes ces violences, elles viennent d'abord du monde des adultes. Elles viennent d'abord des violences sexuelles qui sont partout dans la société, des violences homophobes dans la société, de la culture du viol dans la société. Et vous avez des jeunes qui sont en questionnement par rapport à ça. Et c'est important de dire qu'il y a des professionnels qui sont formés pour ça, il y a des associations qui sont formées pour ça, que le fait qu'elles aient aussi un espace en dehors de l'école qui permette aux jeunes de trouver des lieux d'accueil, c'est très important, il leur faut des moyens pour ça. Il ne faut pas non plus penser qu'on peut demander aux professeurs, aux enseignants, de faire quelque chose pourquoi ils n'ont pas été formés. Donc on peut les former à mieux traiter les questions d'inégalité de genre, etc., dans l'exercice de leur métier. Mais on ne peut pas leur demander de faire ce qu'ils ne savent pas faire, parce que c'est ça qui crée aussi de la réticence, qui va créer des réactions. C'est comme si les parents, si on leur demandait, eux, de faire... Parfois, les parents sont très rassurés de savoir que des professionnels vont intervenir. Si on leur montre comment font les professionnels et qu'on ne leur demande pas à eux d'adopter un rôle avec lequel, parfois, ils sont en difficulté, parce que comme parents, c'est plus difficile
facile d'aborder les questions de sexualité que quand on est un professionnel d'une association extérieure, etc. Et donc on a vraiment ce besoin-là, on a le besoin de ne pas se laisser influencés par les parents avec Zemmour, parce qu'en vrai, les parents vigilants, c'est les parents avec Zemmour. Voilà. Je ne sais pas combien de parents d'ailleurs là-dedans. Et c'est des gens qui sont l'équivalent de ce qui s'est passé en Belgique autour de justement de la divulgation des programmes. Donc il faudra être vigilant. S'ils nous font le même genre de campagne, il faudra résister. Oui, pour redonner le contexte, c'est en Belgique, autour de ces cours d'éducation à la sexualité, des fake news qui ont circulé et des parents qui se sont mis à attaquer des écoles. Oui. Enfin, des parents, il y avait Civitas derrière. Hein. Alors Civitas, pour rappel, c'est juste une association intégriste, catholique intégriste, qui a été dissoute en France récemment parce que son président avait expliqué que ce serait bien de revenir sur la loi qui donne la nationalité aux Juifs depuis 1789. Voilà. Donc elle a été dissoute. Donc on voit de qui on est en train de parler, hein, de groupuscules d'extrême droite pour lesquels il n'y a aucune raison de leur laisser de la place dans le débat public. Il n'y a aucune raison d'être sur la défensive. Au contraire, il faut absolument pouvoir être fier des programmes qui vont être présentés, proposer de la consultation, de l'explication autour de ça, et pas laisser ce genre de campagne prospérer parce que derrière, finalement, il ne faudrait pas trop déranger l'extrême droite, il ne faudrait pas trop la prendre de front. Et puis finalement, on a peut-être quelques réseaux un peu réactionnaires autour de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer et d'autres, ou de Brigitte Macron, qu'il ne faudrait pas trop non plus vexer. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui est en jeu. Je pense qu'il faut être offensif sur la question et ne pas se laisser intimider par des groupuscules d'extrême droite. Eh ben, le message est passé, le message fort. Je vous propose, vous avez été prof de français, moi ce que j'adore, c'est les plans dialectiques, thèse, antithèse, synthèse. On a un peu critiqué, je vois que je vous fais pas avec ça, on a un peu critiqué les réseaux sociaux et pourtant je voulais terminer avec une belle note d'un influenceur qui s'appelle Colin et qui a décidé à sa manière aussi de faire paraître un message positif autour de ces questions de sexualité. Je vous propose de regarder cette vidéo et c'est peut-être ça la clé, les influenceurs qui porteront un message positif. Regardez. Bonjour, du coup ça serait pour le Cégide. Vous avez rendez-vous? Oui, c'est ça, à 10h. Troisième étage sur votre droite, hein? Ok, très bien, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi j'étais complètement excité à l'idée de me faire dépister. Directement, je me suis fait accueillir par une secrétaire qui m'a enregistré. Après ça, elle m'a dirigé vers la salle d'attente en me donnant un petit questionnaire auquel je devais répondre. En gros, on me demande ta sexualité, le nombre de partenaires avec qui t'as couché ces 12 derniers mois et plein d'autres petites questions. C'est recto verso, il y a beaucoup de questions. J'ai eu mon petit rendez-vous avec le médecin et maintenant j'attends l'infirmier pour faire les tests, c'est-à-dire le dépistage de la syphilis, l'hépatite B, C et A. J'ai bien kiffé les stylos dans la salle d'attente. Il y avait des préservatifs en libre service partout. Ok, l'infirmier est venu me chercher, on a commencé les tests. Il m'a fait une petite prise de sang. J'ai rien senti du tout. Puis les choses sérieuses commencent. Donc je me suis enfermé aux toilettes. J'ai dû mettre un petit coton-tige derrière mes dents. Donc là, pas de soucis, c'est tranquille. On casse le petit bout, on referme l'éprouvettes, parfait. Allez, on passe au prélèvement d'urine. Donc j'ai fait pipi dans un petit gobelet pour ensuite le mettre dans une petite éprouvette. Et après, j'ai pas encore la force de le dire, mais je devais le mettre le petit coton-tige quelque part dans mon corps. Vas-y, je me tais. Ok, je récupère mes précieux et je retourne voir l'infirmier pour lui donner. Et voilà, c'est tout. J'y retourne dans une semaine pour les résultats. C'est pas mal ça, Dr Capote, de rendre trendy le fait d'aller se faire ces dépistages d'IST. C'est pas le même métier. Ouais. Du coup, très bien, qu'il y ait des influenceurs effectivement qui abordent ce type de choses, très bien, parfait. Bon, il y a toujours un peu de vitesse dans ce qui est dit, et je pense qu'il y a plein de choses qui sont oubliées, qui sont vite, et puis il y en a tellement en fait dans les films, mais bon, très bien, c'est complémentaire. Par contre, moi, je tiens vraiment à ce qu'on conserve, et moi, je me méfie un peu parce que nos bailleurs, ils ont tendance à faire des économies en fait. Ouais, c'est cool, il y a du TikTok, donc ok, les gars, donc ouais, tous les budgets sur TikTok, ça coûte un peu cher. Et du coup, moi, je me méfie parce que le débat face-face et le débat contradictoire, il est hyper important. Ce qui s'est passé ce matin, par exemple, c'est vraiment symbolique. C'est-à-dire que derrière les écrans, ils sont solos. Ok, très bien, là il a l'information, ça peut le rassurer, se dire ok, mon pote était allé se faire dépister, ça a l'air de bien se passer, je vais le faire. Mais globalement, quand même, le débat contradictoire, il permet aussi de mesurer un petit peu les différentes représentations de chacun, chacune, et du coup d'avancer ensemble en fait. Et moi je crois beaucoup à ça en fait. Donc il faut garder les deux. Faut faire bien attention. C'est un bon complément. Ouais, c'est un bon complément. Les jeunes, effectivement, regardent effectivement des TikTok. Souvent, quand tu leur demandes, ils ont oublié 15 jours après parce qu'ils en voient tellement que bon. Mais qu'importe, c'est complémentaire, c'est intéressant, mais il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Enfin, la fameuse expression. Je crois que je l'ai un peu perdue, mais c'est pas grave. Voilà. Et ben voilà, on est à vérifier l'expression. Merci Sarah Legrain, députée LFI NUPES, vice-présidente de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Et merci Dr Capote, éducateur en santé sexuelle. On rappelle votre ouvrage, Pubère la vie à l'école des genres, pour prolonger ces échanges. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On marque une courte page de pub et on revient tout de suite pour la suite du Grand JT de l'Éducation. À tout de suite.
De retour pour la suite de votre grand JT de l'éducation. Parler des différences culturelles, de l'acceptation de l'autre et du lien intergénérationnel. Voilà l'ambition de ce livre jeunesse. Est-ce que tu as faim? Une recette d'amour. C'est aux éditions On ne compte pas pour du beurre et nous avons son autrice et son illustratrice sur le plateau. Bonjour Grasly. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Écrivaine, journaliste et donc autrice de cet ouvrage. Et puis nous sommes également avec Mélodie Hung. Bonjour. Bonjour. Vous merci. êtes l'illustratrice de cet ouvrage. Est-ce que tu as faim, Grasly? C'est avant tout cette histoire d'une petite fille qui fête ses 6 ans, une petite fille d'origine asiatique qui fête ses 6 ans, qui a un lien très fort avec sa mamie et qui raconte cette journée pas comme les autres. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur cette thématique? J'ai écrit ce livre en pensant beaucoup à ma grand-mère, parce que, comme l'héroïne dans « Est-ce que tu as faim ?», ma grand-mère ne me disait jamais « je t'aime », mais elle commençait toujours par me demander « est-ce que tu as faim ?» Et cette manière d'exprimer son amour, au début, quand j'étais petite, évidemment que je ne l'entendais pas ainsi. Et c'est en grandissant maintenant que je demande à mon tour à mes enfants « est-ce qu'ils ont faim avant toute chose ?» Donc j'ai voulu parler de cette manière d'exprimer le soin qu'on porte aux gens qu'on aime. Pour vous, pour vous, Mélodie, c'était votre premier ouvrage jeunesse. Oui. Vous êtes illustratrice au demeurant. Pourquoi avoir voulu faire un ouvrage jeunesse, participer à cette aventure ? Alors, je mets beaucoup en avant ma culture asiatique à travers mes créations. Et j'avais aussi déjà illustré un autre livre, La cuisine vietnamienne illustrée, avec beaucoup de nourriture vietnamienne. Et quand Grasly m'a parlé de son projet de livre, avec le titre qui était déjà présent, du coup ça m'a inspiré tout de suite et ça m'a parlé aussi par rapport à mon histoire personnelle, à mon vécu. L'une des thématiques, si ce n'est la thématique au cœur de cet ouvrage, c'est aussi la différence, les différences et notamment les différences culturelles. Avec, dès la première scène, 2 choses qui sont marquantes. D'abord, justement, la nourriture traditionnelle qu'apporte cette grand-mère qui fait faire une grimace à l'un des camarades. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est aussi la manière dont la grand-mère embrasse sa petite fille, qui là aussi pose question. Ça résonne aussi avec votre expérience, ce côté multiculturel qui parfois peut être un obstacle quand on est enfant. Oui, c'est vrai que la question d'être pleinement soi-même, c'est au cœur de ce livre. C'est-à-dire que nous sommes tous uniques en notre personne et dans la famille dans laquelle on vit, on a toutes des recettes d'amour différentes. Et parfois, il arrive que la manière, le regard des autres, en fait, nous stigmatise. Et parfois, on ne sait pas comment réagir en tant qu'enfant. Et c'est là que je souhaitais proposer ce livre, parce que je trouve que c'est un bon support pour avoir des conversations, déjà lire une belle histoire, mais aussi avoir la conversation autour de l'histoire avec ses proches. Donc ça permettait de le faire, de le nourrir. Comment vous vous êtes mis un petit peu dans cet ouvrage? Quelles étaient vos sources d'inspiration? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher pour vos illustrations? Je suis allée chercher beaucoup dans mes souvenirs, aussi avec ma grand-mère. Et ma grand-mère faisait des bisous aspirés aussi comme ça. Donc voilà, j'ai un peu mis de ma grand-mère dans ce personnage. Et c'est principalement ça qui m'a inspirée pour cette histoire. Et aussi redessiner de la nourriture, c'est toujours un plaisir pour moi. Derrière tout ça, Grasly, il y a aussi cette question du racisme anti-asiatique qui est très présent, qui est très prégnant dans cette société. C'est un ouvrage qui s'adresse aux petits. C'est rare dans les ouvrages de jeunesse d'avoir des personnages asiatiques qui sont mis en avant. La tendance s'inverse un petit peu, mais c'est pas forcément ce qu'on a de prime abord. L'idée, c'est aussi d'avoir une belle représentation de la société dans sa diversité. Absolument. C'est vrai que ces personnages dessinés par Mélodie, je les trouve magnifiques. Ce sont des personnages qui me touchent. Et je suis vraiment ravie de pouvoir proposer aux enfants des personnages entiers, en fait, dans toute leur complexité. Et quand j'ai eu mes enfants et qu'ils grandissaient, j'ai acheté des livres pour mes enfants et je me posais cette question. J'aimerais avoir des livres avec des personnages très différents les uns des autres, qui portent cet héritage. C'est un choix que je trouve qui peut aider, en fait,
pour mes enfants, pour la représentation d'eux-mêmes. Bien sûr que les livres, ça sert à plein de choses, l'imagination, se projeter, mais c'est aussi pour se voir représenté sur les pages d'un livre. Est-ce que vous êtes allé, pour préparer cet ouvrage, regarder ce qui se faisait dans les littératures jeunesse, dans les livres dessinés? Est-ce que, comme Grace, vous avez fait ce constat d'un manque de diversité dans les dessins qu'on pouvait voir? Oui, je suis beaucoup allée dans les bibliothèques pour regarder ce qui se faisait dans le rayon jeunesse. J'ai vu que beaucoup des livres jeunesse asiatiques étaient plutôt des traductions qui viennent d'auteurs de Chine, du Japon. Mais voilà, c'est des versions traduites qu'on a en France. Et je trouve ça vraiment génial d'avoir un livre qui vienne de notre génération d'asiatiques en France. Grace, il y a aussi un message derrière, c'est celui du lien intergénérationnel, puisqu'on le voit, c'est comme un rituel qu'il y a entre cette petite fille et sa grand-mère. C'est quelque chose qui se perd aussi dans nos sociétés modernes, où il faut aller vite, où on n'a pas le temps de prendre le temps, comme ici. C'est aussi le message que vous avez envie d'envoyer, l'importance de ce lien avec les personnes plus âgées? Oui, prendre soin des nôtres, nos proches, soit nos enfants ou nos aînés, c'est évidemment au cœur de toutes les familles, quelles qu'elles soient. Évidemment que les personnages sont chinois, asiatiques dans ce livre, mais c'est une question que toute personne se pose de comment je vais vraiment chérir les gens autour de moi. Et je pense que ça, vraiment, ça n'a pas de... Voilà, c'est à travers les frontières. Vous avez d'autres projets en cours, maintenant que la collaboration est lancée? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Peut-être un tome 2, de décliner un petit peu? Comment vous voyez les choses? Écoutez, j'espère déjà que ce premier tome va toucher le public qui sera accueilli pendant l'heure du conte, le soir, la petite histoire du soir. Ça me ferait déjà très très plaisir que cette histoire fasse sa route. Que ça soit partagé. Le fait, vous, d'aller dans la littérature jeunesse, ça vous a donné, Mélodie, des envies aussi de peut-être explorer encore davantage ces univers plus jeunes? Parce que j'imagine qu'on dessine différemment, il faut peut-être simplifier certaines choses. Comment ça se travaille? Oui, après, ça se travaille au niveau de la composition. C'est notre méthode de travail. Il faut penser à l'espace au niveau de la page. Mais oui, carrément, ça me donne envie de continuer à explorer ce médium. Oui. Et ben voilà, on espère en tout cas Qu'est-ce que tu as faim va faire le tour des écoles. C'est en tout cas notre coup de cœur à la rédaction, un beau livre, et on espère qu'à l'image des Tom Tom et Nana et autres séries comme ça, il y a toute une déclinaison qui nous raconte un petit peu plus de cette histoire, un peu de vos histoires aussi. Merci beaucoup Grace Lee et Mélodie Aung d'avoir été avec nous. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Loïc Landreau que l'on retrouve. Alors cette semaine, Loïc, vous avez décidé de répondre à une question que beaucoup de parents, mais pas que des parents, se posent. Est-ce que nous sommes tous et toutes écoutés au quotidien par nos smartphones? Ça m'angoisse. Je vais l'éteindre. Vous le dites avec un ton comme ça, un petit peu dramatique, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Vous savez que j'ai eu cette idée parce qu'il y a quelques jours, j'étais sur mes stories Instagram et là, je tombe sur une pub pour un spectacle dont j'avais parlé avec un ami la veille à déjeuner. Là, je me suis dit, attendez, il y a quand même un petit problème, c'est que je parle d'un truc et comme par hasard, la pub de ce spectacle, vous allez le voir d'ailleurs à l'antenne, arrive dans mon feed. On le voit là, c'est un spectacle qui s'appelle Norma, donc ça commence en décembre, c'est pas un gros show comme Le Roi Lion ou Starmania, où là, on pourrait comprendre que ça vienne dans les pubs. Donc, je trouvais la coïncidence vraiment bizarre et d'ailleurs, ça a fait une trend assez sympa sur TikTok. Regardez le type de vidéo qu'on trouve. Le téléphone m'entend, donc du coup, mariage, demande en mariage, surprise, voilà, Saint-Charlotte, bébé plus tard, vraiment plus tard, voyage, vacances, oui. Bon, c'est bien, vous nous avez fait en plus un peu de placement publicitaire pour ce spectacle Norma, je sais pas si vous avez des parts dedans. Je vais en reparler dans l'agenda à la fin du mois. Ouais. Ah ben voilà, très bien, voilà comment on gagne de l'argent quand on est journaliste, mais au-delà de ça, est-ce que ça veut dire que nos téléphones nous espionnent à notre insu? Eh ben oui et non. Ce qui ne vous avance pas des masses, j'en suis bien conscient. Je vais commencer par le non. Contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, notre téléphone ne nous écoute pas
tout le temps, en continu, tout au long de la journée ou de la nuit, notamment parce que les fabricants n'en ont pas la possibilité technique. Par exemple, sur Apple, il y a 1,5 milliard d'utilisateurs d'iPhone dans le monde. Alors vous imaginez le nombre de serveurs qu'il faudrait pour enregistrer les conversations de chacun sur 24 heures, les traduire pour les transformer en texte exploitable et puis les traiter pour y déceler des mots-clés qui peuvent engendrer des publicités ciblées. Personne n'en a la capacité technologique aujourd'hui et en plus de ça, les fabricants n'en ont pas vraiment besoin. Oui, ça peut plus servir si on a envie de savoir ce qui se passe avec notre conjoint ou notre conjointe. Oui, c'est le rêve de pouvoir enregistrer. Ça, c'est de l'espionnage via des applications, mais c'est encore autre chose. Et quand le téléphone ne le fait pas naturellement. Exactement. A priori, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce que je vous dis et c'est vérifié parce qu'il y a eu des recherches là-dessus. Mais pourtant, ce qu'il y a de vrai, c'est que quand on sollicite Siri, Alexa ou autre gogolerie, ils nous répondent très facilement. Oui, et ça, c'est de l'écoute passive, contrairement à l'écoute active dont on vient de parler à l'instant. C'est-à-dire que le micro du téléphone ne s'enclenche que lorsque vous dites le fameux mot-clé. Allô, Siri, allô. Mais ça veut dire qu'il est bien en train de nous écouter. Alors, il se déclenche au moment où il entend le mot en question. Mais donc il l'entend. Il l'entend, mais il ne se déclenche ni avant ni après. En revanche, c'est le mot qui déclenche. Et donc, effectivement, dans ce cas, il va garder en mémoire votre requête et ça va aider, évidemment, à cibler après des pubs. Mais il ne faut pas se leurrer parce qu'à la base, une simple recherche Google, peu importe où vous la faites, vous laissez des traces. Quand vous allez sur des sites d'achat, quand vous allez sur les réseaux sociaux, peu importe, vous êtes déjà pisté. Donc, finalement... les cookies qui sont sur vos téléphones permettent aux annonceurs d'anticiper vos désirs, vos envies, vos sorties. Donc, même si, comme moi, vous n'activez jamais les assistants vocaux, moi je ne le fais jamais, vous laissez des traces tous les jours par vos recherches, le temps que vous passez sur tel ou tel site, si vous swipez plus ou moins vite une story ou quoi que ce soit. Alors, celles qui vont nous écouter, en revanche, si nos téléphones ne nous écoutent pas, c'est les applis. Là, c'est la porte ouverte à tout ce qu'on veut. À toutes les fenêtres, exactement. Et c'est là où, en tant que parent, vous devez être très, très attentif avec vos adolescents. Il faut regarder ce qu'ils installent, que ce soit en termes de réseaux sociaux, en termes de sites de vente en ligne, en termes de jeux. Parce qu'en fait, quand vous installez une nouvelle appli, elle vous demande et elle vous propose de gérer ses accès. Elle vous demande si elle peut avoir accès à vos photos, à votre géolocalisation, à votre historique et aussi à votre micro. Et c'est là où, au moins pour le micro et la géolocalisation, il faut dire non, absolument non. Parce qu'une appli qui a accès à vos messages vocaux, qui a accès à tout ce que vous dites sur cette application, peut cibler, là, très bien, des mots-clés qui permettent ensuite de vous envoyer des pubs ciblées. C'est de l'or en barre pour les annonceurs, ça. Alors, si on revient sur votre exemple du spectacle, dont on rappelle le nom Norma, j'espère que je vais être mis dans le plan de financement également de ce spectacle. Donc, le spectacle Norma, bientôt disponible, où vous disiez, j'en ai parlé, je l'ai vu. Comment ça s'explique concrètement ? Eh bien, figurez-vous que, et ça, c'est un truc que je ne savais vraiment pas, les téléphones et les applis prennent en compte nos liens sociaux. C'est-à-dire que si un de vos amis communique beaucoup sur ce spectacle, ce qui est le cas du mien, eh bien, grâce à la proximité entre mon téléphone et le sien au moment de ce fameux déjeuner, les algorithmes considèrent que nous avons donc des choses à partager en commun et que si lui communique beaucoup là-dessus, eh bien, forcément, ça va m'intéresser. Parce que le téléphone... Parce que les téléphones sont à côté et ils savent que nous sommes ensemble. Je ne sais pas si c'est pas plus inquiétant que le fait de se faire écouter. Entre les deux, mon cœur balance. C'est pour ça que je vais vous donner après des clés, mais la géolocalisation, il faut l'activer uniquement quand vous êtes sur une appli, pas tout le temps. Néanmoins, c'est grâce à vos interactions aussi sur Facebook avec mon ami, sur Instagram, sur WhatsApp, tout ce qu'on se dit en fait que l'algorithme se dit tiens, ces gens-là sont amis, donc ils doivent partager le même intérêt pour ce fameux spectacle Norma. Et les téléphones peuvent même anticiper ce dont on va parler pendant un déj ou un rendez-vous en auscultant nos derniers posts, nos dernières photos, en rapprochant les centres d'intérêt des autres avec les miens. Et donc c'est pour ça que c'est apparu effectivement dans mes pubs. Alors, la question qu'on se pose désormais, puisque vous nous avez bien inquiété, Loïc, comment on fait pour se prémunir de tout ça, surtout quand on est adolescent et qu'on est vulnérable? Parce qu'à la limite, que vous ayez des amis qui soient fans de chaussures à talons et que vous ayez des pubs pour les chaussures à talons, vous avez la maturité pour vous dire que vous n'allez pas acheter les chaussures à talons. Mais quand on est adolescent et que le cerveau est en train de se former, qu'on n'a pas encore toutes les notions de communication, là, c'est la porte ouverte à je prends la carte bleue des parents parce que j'ai que des recommandations. Dès que je dis un truc, je l'ai, c'est génial. Comment on fait? Exactement. Eh bien, déjà, il faut désactiver Siri, Alexa. C'est marrant en 3 secondes, mais
mais si vous avez un truc à demander, tapez-le. Votre recherche sera conservée quand même, c'est vrai, mais au moins, il n'y a pas d'écoute au sens strict. Ensuite, je le disais, il faut être très attentif aux applications qui sont sur le téléphone de vos ados. Et sur Internet, quand vous arrivez sur un site pour la première fois, cliquez bien sur tout refuser. C'est ce qui va vous permettre d'empêcher le site et ses partenaires d'avoir accès à vos données. Et donc, je vous en parlais tout à l'heure, Guillaume, il faut désactiver sa géolocalisation quand vous n'en avez pas besoin. Le téléphone et les annonceurs n'ont pas besoin de savoir que vous venez de rentrer dans un Zara, par exemple. Donc là, il faut aller dans les paramètres de vos applications et forcer l'appli à ne vous géolocaliser que si vous en avez besoin. Par exemple, pour Maps ou pour Waze, c'est uniquement quand vous l'utilisez. Voilà. Et puis, il faut bien sûr nettoyer son téléphone régulièrement de tout. On parle de l'intérieur, hein, pas de l'intérieur. Oui, non, ça ne sert à rien de le polish. Ouais. Ça ne sert à rien. Mais à l'intérieur, vous enlevez tous les cookies de façon récurrente. Mais il faut se rendre encore une fois à l'évidence. Les annonceurs savent parfaitement déjà qui vous êtes et ce que vous aimez. Il faut juste faire un tout petit peu attention sur les micros, la géolocalisation. Et déjà, ça ira un peu mieux. Allez, puis le geste à retenir, c'est celui-là. Hop, on jette le téléphone. Non, je rigole, c'est pas un téléphone, c'est juste ma coque. Vous avez cru que c'était le téléphone? Oui. Ah là 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 là. Mais vous êtes pas du tout en même temps, donc je me suis dit, il est fou. Acteur studio. J'espère qu'en régie, vous avez eu le moment et le message d'hésitation. Non, évidemment, il est là, le téléphone, mais il m'inquiète de plus en plus. Non, mais la vraie technique, vous savez, il y en a qui l'ont, c'est d'acheter les anciens Nokia ou autres marques. Ça se fait de plus en plus. Voilà, comme ça, on n'est pas les 33... Attends, j'ai compris, tourne-disque, moi je suis sur autre chose. Merci Loïc. Avec plaisir. Pour ce message de prévention, merci beaucoup. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invité, eh bien, c'est l'humoriste Julien Bing. Tu es en tournée dans toute la France, comment est-ce que tu te décrirais comme humoriste? Quel genre d'humour, quoi? Un humour frais, un humour sans prise de tête, un humour, alors sans prise de tête, mais avec un message derrière quand même, assez subliminal. J'ai tendance à dire que c'est un humour intelligemment maladroit. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très maladroit, même dans la vie courante, hein. Sincèrement. Je peux te raconter mes dates, mais je suis quelqu'un d'une... Ah, t'es maladroit en date? Je suis très maladroit. Je suis très maladroit. C'est-à-dire que des fois, je me dis, mais comment je vais réussir à construire quelque chose de sérieux? Je sors que des maladresses. Et d'un côté... Tu vas nous faire de la peine, tu sais. Non. Mais oui, bien sûr, parce que comme je le disais tout à l'heure, ce spectacle, c'est aussi montrer ses imperfections. Et donc, je rattrape un peu le fil de ce que je disais. Par rapport... C'était quoi la question? Quel genre d'humour? L'humour, ben voilà. C'est un humour, un humour très sympa qu'on peut voir, comme on peut voir chez Florence Foresti, Manu Payette. J'adore Manu Payette. Voilà, c'est eux qui t'inspirent. Voilà, je suis allé voir Manu Payette dernièrement. C'est un artiste que j'ai toujours aimé. J'ai été voir son dernier spectacle. Je me suis dit, c'est dingue. C'est mon maître Jedi. Comme beaucoup d'humoristes, t'es sur les réseaux sociaux. Oui. C'est indispensable aujourd'hui pour faire de l'humour? Exactement. C'est même... Alors, c'est le côté un peu... comment dire? C'est bien et ça peut être aussi... Ça peut être un cercle vicieux. Alors, je m'explique quand je dis ça, c'est que... Oui, s'il te plaît. Alors, je vais expliquer. J'aime beaucoup une phrase d'Édouard Baird qui a sorti récemment et j'ai trouvé cette phrase tellement vraie, c'est que il disait dans une interview, nous apprend à vivre, nos parents nous apprennent à vivre dans une époque qu'on ne va pas connaître à l'âge adulte. Oui. Cette phrase est incroyable. Parce que juste. moi, mais c'est très juste, quand il a dit ça, ça a tellement résonné pour moi parce que je me suis dit, c'est vrai, quand je voulais faire ce métier, moi je le voyais comme Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Florence Foresti, ces gens que j'aimais beaucoup. Et je me rends compte que maintenant, ce métier, il a pris une toute autre tournure. C'est-à-dire qu'il faut être sur le digital, il faut faire du contenu et que... Ce qui peut être terrible, c'est que tu peux avoir un très bon spectacle si tu n'es pas sur les réseaux. Tu vas être Tu fais ta propre promotion. Voilà, exactement. Tu te forces, en fait, un petit peu? Je me force pas parce que j'aime ça. Je te parlais du caractère vicieux, c'est dans le sens qu'il faut toujours produire. La créativité, c'est très dur. Je suis pas un Mozart de l'humour. Il faut toujours la bonne vanne. On peut se tromper. Parfois, moi, je sais que je sors des vidéos toutes les semaines. Maintenant, je vois ces vidéos comme un réalisateur, un producteur. Quand il y a une vidéo qui marche moins bien, ça me peine. Alors qu'auparavant, c'était pas comme ça. C'est pas comme ça. On avait un bon spectacle, il y avait du bouche à oreille, un peu de médias, boum, boum, ça prenait. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment la télé d'hier. C'est-à-dire que c'est même horrible ce que je vais te dire, mais je suis même tenu par des algorithmes. C'est horrible. C'est horrible. Parce que demain, ces algorithmes, ils changent, Malika. Eh ben, c'est peut-être la fin de ma carrière. Mais non. Mais on ne sait pas, on ne sait pas.
C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Julien Bing. À demain. Merci beaucoup Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV. Ce que vous avez peut-être loupé, c'est le Zap. Comment on établit le diagnostic, Carletti, si jeune ? Le fait qu'il soit en collectivité, je pense que ça a beaucoup aidé. J'ai aussi insisté à ce qu'il entre en collectivité assez tôt, justement pour savoir s'il y a quelque chose à faire et à travailler avec l'enfant et à l'accompagner au mieux. Donc j'ai insisté sur ce point-là et je pense que j'ai bien fait, puisque s'il était resté dans la sphère familiale jusqu'à son entrée à l'école, on serait peut-être passé à côté de ça. Votre objectif de cette semaine, c'est de quoi ? Lutter contre les stéréotypes qui touchent notamment la diversité des parcours et des métiers dans le numérique et le digital ? C'est deux objectifs très concrets. Encore une fois, c'est essayer de déconstruire les représentations fausses ou négatives qu'il y a sur le numérique, sur le quotidien, dans les métiers du numérique. Voilà, on souffre de l'image du geek, on souffre sur l'idée que c'est uniquement pour les forts en maths, etc. Donc c'est ça qu'on veut déconstruire. Et par ailleurs, montrer que dans le numérique, on a des publics divers, on a une diversité de parcours, et donc c'est des stéréotypes, mais c'est aussi des représentations fausses ou négatives, donc c'est tout cela qu'on veut battre en brèche. Ça fonctionne, quel que soit son niveau sportif et avec toutes les morphologies, parce qu'on a toutes et tous cette image du danseur ou de la danseuse plutôt classique, plutôt mince, plutôt musclé, plutôt etc. Or, ce à quoi vous vous attachez, c'est cette idée de dire la danse, c'est un langage, c'est un vocabulaire universel. Oui. Tout le monde doit pouvoir s'en emparer. Complètement. Et c'est d'autant plus fort quand il y a du monde. Vous savez, un geste très simple, quand il est fait à 10, à 20, à 50, à 100, à 300, il est très beau, il est puissant. Et plus on est nombreux, plus justement, ça devient un spectacle. Et c'est ça qui me plaît. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir justement le proposer comme ça à autant de monde. Donc, ce qu'on va retenir, c'est finalement un geste commun et puis c'est un travail à l'unisson et c'est ce que je mets en avant et encore une fois l'avantage avec la danse c'est qu'il n'y a pas d'alphabet, il y a quelque chose qui peut être spontané chez tous, qu'on soit petit, grand. La danse par définition c'est un corps en mouvement et là dans la danse des jeux en tout cas c'est ce que j'essaye de partager, donc il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. La Loupe, c'est avec Alix. Alix, tu nous parles de Milotisme, une association créée en 2019 par Betty Gonzalez, maman d'un garçon de 10 ans qui lui aussi est atteint d'autisme. Oui, il s'appelle Noam. Il a 10 ans et il a été diagnostiqué à l'âge de 3 ans d'un autisme dit lourd face au manque de structure et de solutions pour les accompagner. Et à mesure que l'autisme de Noam grandissait avec lui, Betty se sentait très impuissante et s'est finalement décidée à passer à l'action en fondant son association. Milotisme permet à plusieurs enfants de participer chaque semaine à des activités sportives et culturelles. Pour ce faire, Betty a recours à des éducateurs spécialisés payés par l'association. Ces moments permettent non seulement aux enfants de faire du sport, de vivre une activité en groupe, mais aussi d'accorder un peu de répit aux parents. Et pour aller plus loin, cette maman dévouée propose même du contenu sur TikTok pour sensibiliser le plus grand nombre sur le sujet. Il m'aura fallu presque 10 ans pour comprendre pourquoi mon fils, quand je lui disais au revoir en lui faisant signe de la main, me répondait, mais toujours en mettant sa main à l'envers. Sur cette vidéo, vous allez pouvoir le voir à plusieurs reprises. Et je vous explique, mais c'est tellement fascinant. Certains enfants autistes voient les choses différemment de nous. Quand je lui dis au revoir, il voit la paume de ma main. Et du coup, ça fait comme l'effet d'un miroir pour lui. Et du coup, il met la paume de sa main face à lui et il reproduit ce qu'il voit exactement. Et finalement, Noam, il sait dire au revoir depuis toujours en fait. Betty a plus de 120 000 abonnés. Ici, le contenu est donc plus personnel. Elle y dévoile son quotidien et celui de son fils de 9 ans, autiste non-verbal. Est-ce que vous diriez que le manque de talent, notamment féminin, dans ces métiers du numérique et des sciences, provient d'abord et avant tout d'un sujet d'orientation? Alors, il y a un gros sujet d'orientation. Je pense qu'effectivement, Talent Numérique a sorti une note justement sur la politique publique d'orientation et je pense qu'il y a évidemment des efforts à faire. On le sait qu'on a des heures dédiées, 54 heures, notamment faites et réalisées par les professeurs. Est-ce qu'elles sont réellement faites? Et est-ce que les professeurs sont véritablement formés ou informés sur l'ensemble des métiers et pas simplement sur le métier du numérique? C'est quelque chose qu'on pose et qui nous questionne. Et par ailleurs, ce n'est pas simplement de l'orientation. On
on a parlé des stéréotypes, mais il y a également la place des sciences. Et derrière ça, il y a la place des mathématiques, de l'informatique dans les parcours. Et c'est un vaste sujet. Donc orientation, attractivité, stéréotypes, mais également cursus et parcours vers le numérique. Effectivement, une formation qui commence dès le baccalauréat, dès le lycée maintenant, avec cette spécialité numérique et sciences informatiques, NSI, qui est enseignée aux élèves de première et terminale dans les lycées de voie générale. C'est un enseignement aujourd'hui, vous diriez, qui attire de plus en plus de jeunes? Alors, les statistiques frémissent un peu plutôt positivement, mais ce qui nous inquiète tout de même, c'est que si le niveau reste relativement intéressant, voire progresse, il y a quand même une forte désaffection entre la première et la terminale. Comme vous le savez, on passe de 3 enseignements spécialités à 2 enseignements spécialités, et le numérique et les sciences informatiques, NSI, est souvent appris en fait par les lycéens. Souvent, c'est pour des raisons un peu conservateur, mais parfaitement rationnel, de retrouver les fameux maths physiques quand on veut faire un parcours scientifique. Je pense aussi qu'il y a nécessité de mobiliser encore et toujours l'enseignement supérieur pour qu'ils fassent dans leur choix de recrutement aussi des actions pour valoriser l'enseignement de spécialité NSI. Et donc effectivement, on était très contents de voir apparaître cet enseignement de spécialité NSI, mais derrière, il y a tout à faire, donc sur le contenu, sur l'organisation, sur les professeurs, et également la faire connaître. Et là, c'est notamment une action qu'on mène avec toujours ce même collectif, les trophées NSI. Donc effectivement, cet enseignement spécialité, dans la voie générale, est une bonne voie d'accès et il faut la promouvoir. Vous avez dit, pour moi, tout a commencé à aller bien à partir du moment où j'ai compris que mon histoire était une chance, pas un boulet. Complètement, mais c'est vrai, et ça je le redis encore aujourd'hui aux jeunes. Vous savez, quand je suis né à Lyon, et gamin, comme beaucoup malheureusement, à 17 ans, 18 ans, je me voyais refuser l'accès aux discothèques, aux boîtes de nuit, et ça c'est d'une extrême violence à cet âge-là. Ouais. On vous écarte pour ce que vous représentez. Ouais. Donc ça a été surtout qu'on arrive, puis alors c'est violent, c'est toi oui, toi non. Il y a même, on est marqué au fer rouge, c'est très très dur psychologiquement. Je crois que Madonna en a fait une chanson, dans une des mises en scène de son spectacle actuellement, il y a une chanson dans laquelle elle mime ça, les moments où on l'a refusé elle, à l'entrée des boîtes de nuit à New York dans les années 80, elle l'a vécu, même Madonna. Puis après, ça marque. Soit on jette l'éponge, on baisse les bras, soit au contraire, il faut se dire finalement, il faut se réinventer, il faut inventer la meilleure manière d'être reconnu et puis d'exister. Et puis voilà. Donc après, c'est le voyage, c'est les rencontres, c'est beaucoup de travail. Il faut quand même le dire, tout ça n'arrive pas tout seul. Voilà, mais aujourd'hui... Beaucoup de discipline quand même. Beaucoup de discipline, tout à fait. La danse, c'est un très beau métier et en même temps, c'est un métier qui est très dur, dans lequel c'est beaucoup de travail, effectivement. Eh bien, c'est déjà la fin de ce grand JT de l'éducation. Merci beaucoup de l'avoir suivi, d'avoir été avec nous pour cette émission. Demain, évidemment, vous retrouverez Virginie Guillaume à cette place. School TV, vous le savez, c'est le canal 217 sur Orange, 247 sur Free et puis évidemment schooltv.com. Aujourd'hui à la réal, c'était Romain Luc, au son Saïd Mamou, au maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Passez une très bonne journée et à demain. Ce programme vous a été présenté par Intel.